à tous, c'est Frédéric Zermati. Je vous propose de me retrouver au passage des artistes avec Jazzia. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Frédéric Zermati, bienvenue sur Au passage des artistes. Je suis ravie de enfin te rencontrer parce que on a loupé plusieurs fois le coche. Et malheureusement, ce fameux 11 mars où nous devions justement se retrouver à la Nouvelle Ève, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Exactement. Bon, alors on va se baigner un peu dans une baignoire de jouvence. Est-ce que ça te dit? Ah oui, ça me dit, oui. Je voudrais juste dire que je suis très heureux également de te retrouver et puis je te remercie de m'accorder cette interview. Tu viens d'abord d'une famille de musiciens. Oui, du côté de ma maman surtout. Oui. Voilà, il y a pas mal de musiciens, mon oncle d'ailleurs, qui chantait énormément. Et puis ma mère également, qui chantonnait toujours dans sa cuisine. Parce que bon, je suis d'Afrique du Nord et ma mère faisait beaucoup de cuisine naturellement. Et elle chantonnait tout le temps. C'est elle qui m'a communiqué cette passion de la musique et cette passion de la chanson française. Et Charles Aznavour en l'occurrence. Après, c'est venu un peu plus tard parce qu'au début, j'écoutais un petit peu tout. Enfin, tout ce qu'écoutait ma maman naturellement. Et puis, j'ai été attiré par les mélodies de Charles Aznavour, énormément. Et puis, un peu plus tard, lorsque j'étais en âge de comprendre le sens des paroles, j'étais attiré par les textes je veux dire un mot qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais de ce monstre. Plus loin où peuvent t'emmener tes souvenirs. Pourquoi Charles Aznavour? Pourquoi aussi jeune? C'est vrai qu'on n'est pas forcément interpellé par les paroles. Pourquoi Charles Aznavour à cette époque déjà aussi jeune? Bah, déjà, je vais me répéter, mais les mélodies m'ont beaucoup attiré. Voilà, parce que je trouve que c'est... Alors là aussi, certaines personnes vont s'agacer, mais ce n'est pas grave. Je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu un peu ces mélodies qui ne sont plus. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ce qui se fait n'est pas bien, mais on va prendre par exemple quand le rock est sorti, nos parents disaient « c'est quoi cette musique de fou, de barbare ?» Et puis aujourd'hui, et puis chaque génération, eh bien, aura sa musique, aura son expression, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un langage un petit peu plus particulier qu'aujourd'hui, il y a une écriture qui n'est pas la même que celle que nous avons connue. Voilà. Mais c'est les générations, il faut l'accepter. Alors moi, je suis resté un petit peu, entre guillemets, vieux jeu. Et tant mieux pour nous, d'ailleurs. Oui, mais voilà. Et je crois que c'est ma culture, voilà, ce que m'a inculqué ma maman surtout. Et puis la famille, qui était beaucoup dans les textes. Et puis pourquoi Charles Aznavour? Parce que d'abord, c'est son phrasé qui me plaît énormément, sa manière de chanter, de poser les mots sur de la musique, et puis des mots simples qui étaient accessibles à tout le monde. Il ne cherchait pas une certaine poésie avec des mots compliqués, des choses un petit peu qui paraissaient presque incompréhensibles à certains. Il touchait tout le monde avec des mots simples et il chantait la vie. Il chantait la vie. Qui ne se retrouve pas dans une chanson d'Aznavour aujourd'hui? Qui? Personne. On a tous un souvenir avec une chanson d'Aznavour, il a traité tous les sujets. Il a été le premier, par exemple, à oser toucher le sujet de l'homosexualité avec, comme ils disent, en 72. Les gens ne se rendent pas compte, mais en 72, il fallait oser. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, oh, comme ils disent. Il a toujours été un petit peu en avance sur son temps, Aznavour. Et c'est pour ça qu'il a été, je pense, là aussi, si j'en aime énormément d'autres, beaucoup, je pense qu'il a quand même, au niveau de la France, et même du monde, parce que c'était un international, mais il a été peut-être le plus grand. Voilà, alors je sais pas, parce que moi je peux pas en parler vraiment objectivement, parce que j'ai une telle passion pour l'œuvre d'Aznavour que c'est comme si on demandait à une maman de parler de son enfant. Hein, moi, ma mère, elle pense que je fais 1m90. Mais tu fais 1m90. Oui. Si tu devais choisir une chanson
Je sais que l'exercice va être compliqué, mais si tu devais choisir une chanson qui collerait un peu peut-être à ton parcours ou à tes souvenirs ou quelque chose qui te ramène un peu à ton enfance, quelle serait la chanson d'Aznavour qui te viendrait là comme ça tout de suite à l'esprit? Alors il y a une chanson qui me viendra à l'esprit, c'est Hier encore. Voilà. Parce qu'hier encore, elle raconte la vie, elle raconte l'insouciance de la jeunesse. Et quand on pense qu'à 20 ans, eh ben, on est le roi du monde. On sait tout, qu'on peut rien apprendre. Et je pense que cette chanson devrait être enseignée dans les écoles. Voilà, pour faire bien comprendre aux enfants que, tu sais, mon père, quand je voulais me foutre un peu de sa gueule, ou lui tourner autour, comme on dit, hein, mon père, il me regardait, il me disait, n'oublie pas, avant que tu marches, je courais déjà. Et lorsqu'on a 20 ans, bien sûr, c'est l'insouciance de la jeunesse, donc il ne faut pas enlever ça à la jeunesse. Parce que lorsqu'on est gamin, on est insouciant et c'est ce qu'il y a de magnifique. Voilà, et puis l'insouciance est indispensable à la jeunesse, c'est normal. Mais il dit des choses, quand il dit et je donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures, ça veut tout dire. Et cette chanson, je pense que c'est une leçon de vie. C'est pour ça que je retiens celle-ci. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est ce que disait mon papa. Voilà, donc je referme la parenthèse. Tu nous parles un peu de ton actualité, parce que avant ça, moi j'avais envie quand même de parler du confinement. Alors c'est pas très agréable, mais comment toi, en tant qu'artiste, j'imagine que ton plaisir est quand même sur scène. Comment as-tu géré ce confinement? Cette privation, parce que ça reste quand même une privation. Bizarrement, relativement bien. Oui. Voilà, avec un manque, hein, naturellement, mais bizarrement, beaucoup mieux que je ne le pensais. Voilà, j'ai eu l'opportunité de faire des petits lives, mais j'ai eu aussi des problèmes de voisinage. Ce qui est assez bizarre parce que je faisais des petits lives de 40 minutes, 40 minutes. Et les voisins n'aiment pas la musique ou n'aiment pas Aznavour? Les voisins, ils venaient, et puis il y en a une qui est venue taper en plein live un jour, sonner en tous les cas. Et qui m'a dit, je peux pas travailler. Je lui ai dit, très poliment, je lui ai dit, mais je le faisais avec 1 heure. Et voilà. Et moi aussi, je travaille. Voilà, je lui ai dit, moi aussi, mais bon, enfin, c'est comme ça. Mais ça me permet de parler, de mettre le doigt sur un point très important. C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas prendre de la... Oui, dans la généralité, en France, là aussi, je vais certainement agacer certaines susceptibilités, mais ce n'est pas très grave. Et on sait à quel point les gens sont susceptibles. Oui, en France, j'ai peur qu'on devienne le pays de l'interdiction. On n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de rien faire. On n'a plus le droit de blaguer. Alors, qu'est-ce que vont devenir les humoristes? Parce que s'ils peuvent plus se lâcher, qu'est-ce que vont devenir les artistes qui font du live? Parce qu'aujourd'hui, tu fais du bruit, il suffit qu'il y ait une personne qui appelle pour qu'on vienne t'arrêter. La musique, hein, naturellement. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir en France? Je veux dire, tout à coup, on est, sans aller dans un extrémisme dangereux, mais on arrive à un certain extrémisme, je le trouve. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, moi j'ai connu l'époque des pianos-bars, où les pianos-bars étaient foison à Paris. C'était magnifique. Aujourd'hui, les pianos-bars n'existent plus, on ne peut plus faire de musique live. Et ça tue un petit peu le métier. Parce qu'il y a plein d'artistes qui ont commencé comme ça. Je peux t'en citer plein. Tu prends Zaz, par exemple, qui me vient à l'esprit. Elle chantait aux 3 Maillets. Elle chantait dans la rue. Et puis aujourd'hui, elle est connue et reconnue. Danny Briand aussi chantait aux 3 Maillets. On va pas parler des Aznavour, des gens qui ont galéré. Allez vous intéresser à la vie d'Alain Souchon. Vous allez voir comment a galéré Alain Souchon. Allez voir la vie de Brel, quand il est parti de Belgique, quand il est arrivé à Paris, qu'il n'avait pas de quoi manger et qu'il arrivait, qu'il chantait dans les salles vides. Et pourtant c'était Jacques Brel, Piaf. Ils ont tous galéré. Mais aujourd'hui, on peut même plus galérer parce qu'on nous interdit de faire notre métier. Voilà, ben, c'était juste une petite parenthèse. Un coup de gueule. Un petit coup de gueule. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on parle de la Nouvelle Ève. Oui. Dis-nous tout. Parce qu'il y a eu quelques dates, donc avant le confinement. Le 11, date annulée, malheureusement. Date annulée, exactement. Alors, on va un peu
se mettre dans le bain de février, mars, pour parler un peu de comment les choses se sont passées, l'accueil du public également, tes souvenirs. Raconte-nous un peu comment les choses se sont déroulées à la Nouvelle Ève. D'abord, la Nouvelle Ève, c'est une aventure parce qu'avec Robert Marty, qui est mon producteur, on cherchait une salle pour se produire à Paris. Et les salles à Paris sont soit hors de prix, soit pas adaptées à la musique. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors, il faut savoir qu'à Paris, ça sert beaucoup de vitrine, hein, parce qu'ensuite, on va en province, rencontrer le public. Mais Paris, c'est quand même important. C'est une vitrine. Bien sûr. Et on a eu la chance, par le biais de Robert, de découvrir cette scène. Et je peux vous dire que c'est un endroit magique. C'est un endroit d'abord qui a été où Aznavour a chanté, où plein d'artistes sont passés. Je peux vous dire que c'est un endroit mythique. La scène est magnifique, les lumières, l'ambiance. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Voilà. Et à chaque fois que je termine un spectacle, je me dis, ah, c'est déjà fini. Ah, mais c'est quand le prochain? Voilà. Mais l'endroit est magique. Et l'accueil du public. Alors, je vais te parler de la première à la Nouvelle Ève. Parce qu'à la première, on a eu la chance d'avoir pas mal d'artistes qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de se déplacer. Il y a eu tout d'abord celui qui m'a fait la voix du spectacle, Enrico Macias, que je remercierai jamais assez. Il y a eu Fabienne Thibault qui est venue également. Fabienne Thibault, elle a bercé des générations, Fabienne Thibault. Hein. C'est Starmania, c'est plein de choses. Enrico, on n'en parle même pas. Il y a Henri Guibet, c'est notre Salomon. Voilà, donc Henri Guibet qui est venu également. Il y a plein de gens qui sont venus. Et tu vois, je t'en parle, j'ai plein de frissons parce que ça a été une soirée magique. Franchement, ça a été une soirée magique. Et ensuite, il y a toujours un accueil du public qui a été fabuleux. Le public a participé, a répondu présent. Et lorsque tu es artiste et que le public te porte, il n'y a pas grand chose à ajouter, je crois. Tu te mets sur la planche et tu surfes. Et tu te laisses glisser. Allons-y, roule. Et il ne faut pas oublier également que c'est l'artiste qui se doit au public et non le contraire. Voilà. Donc, et ça, c'est bien de le souligner. Oui, c'est très important. Et le public, c'est tout pour nous. Hein. S'il n'est pas présent, tu vas faire une date. Puis après, si tu ne remplis pas, bye bye. Et puis si bye bye, on t'oublie. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier, si un jour tu réussis, qu'il y aura des jours certainement où tu seras plus fatigué, où tu seras de moins bonne humeur, où tu auras plein de choses qui viendront s'ajouter les uns aux autres et qui feront que... Mais ce jour-là, il faut que tu sois quand même disponible parce qu'il ne faudra pas que tu oublies que les jours où tu as été en galère, tu as été bien content de trouver ces gens qui sont venus te voir quand tu n'étais pas connu. Donc voilà. Frédéric, tu racontes des anecdotes sur scène, Oui. Tu ne te contentes pas de chanter, et puis ce sont surtout des chansons que le public ne connaît pas forcément. Alors, d'abord pour les anecdotes, là encore, il va croire que je lui passe de la pommade, mais il faut toujours bien se faire voir par son prod. C'est une idée de Robert. Parce que Robert, il est venu me voir alors que je chantais dans des différents endroits. Et un soir, je me produisais dans une petite salle parisienne qui était tenue par des amis communs avec Robert et qui lui ont proposé de venir me voir. Il est venu me voir, ensuite il est venu me voir dans la loge. Et il m'a dit j'aime bien ce que tu fais et tout, j'ai des idées, si tu veux on s'appelle. Donc on s'est appelé et il m'a soumis les idées qui lui étaient venues en voyant le spectacle. Et il m'a dit c'est bien ce que tu fais, il m'a dit mais tu fais un peu comme tout le monde qui chante Aznavour, tu chantes le répertoire et voilà. Ce qu'il faudrait c'est que tu racontes une histoire. Et puis ça m'a plu, et puis moi bon je connais pas mal de choses sur Aznavour, je croyais connaître pas mal de choses. Enfin bon, après j'ai travaillé, et puis on a travaillé. Tu l'as surtout rencontré également. On l'a rencontré, enfin je l'ai rencontré. On a écrit un texte, on a travaillé avec Gérard Dabous, qui est l'associé de Charles Aznavour dans les éditions Raoul Breton. Et voilà, qui m'a apporté des précisions, qui a donné les textes à Aznavour, qui nous a lui-même confié les choses, qui nous a confirmé ou infirmé les choses. Voilà, et on a travaillé toujours en accord avec les productions. Et donc on a écrit une histoire, et on a voulu faire une histoire chronologique, c'est-à-dire qu'on débute par une chanson de 1948, quand il était encore avec Pierre Roche,
qui s'appelle Le Feutre Topé, et ensuite on remonte chronologiquement l'histoire en gardant, alors j'allais y venir, moi j'aimerais faire beaucoup plus de chansons entre guillemets inédites, c'est-à-dire moins connues, mais il faut savoir que déjà de chanter Aznavour, bah, c'est pas simple, parce qu'on touche à un monstre, et deux, les gens ils viennent entendre des chansons connues. De tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Les mots n'ont aucune importance, le principal, c'est que ça balance tout fait les regards. Ce qui me fait rire, c'est une anecdote, parce qu'on commençait à écrire les chansons qu'on devait faire. Et à un moment, Robert il me dit, bah, faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça. Et à un moment, je dis, Robert, là on est à 47 chansons. On fait quoi? On chante 3 jours. Comment s'est arrêté ce choix? Bah, comment s'est arrêté ce choix? Bah, par date, par année. Ouais. Parce que, par exemple, 60, c'est une année très riche. 60, il y a qu'est-ce qu'il y a? 60, il y a les deux guitares. 60, il y a Je me voyais déjà. 63, il y a La Mama. Il y a Formidable. Enfin, et toutes les années, il y a des chansons. Par exemple, je chante pas Que c'est triste Venise, je chante pas Et pourtant, je chante pas une chanson qu'on me demande sans arrêt que j'adorerais chanter, mais voilà, ça, il fallait faire un choix. Il faut savoir. Enfin, il y a plein de gens à la fin des spectacles viennent me dire, mais pourquoi vous chantez pas celle-ci et pourquoi vous chantez pas celle-là? Voilà, il y a tellement. Donc, il a fallu faire un choix et aller vers les plus connus. Voilà, donc bah, le choix, on l'a fait, voilà. Mais il n'est pas dit que par la suite, lorsqu'on réécrira un autre spectacle, parce qu'il y aura une suite, on ne va pas garder les mêmes, on va tourner un petit peu et puis emmener un souffle nouveau, et puis des arrangements nouveaux. Il va y avoir certainement des belles surprises pour la rentrée. Voilà, on ne dit rien pour l'instant parce qu'on est un peu superstitieux, donc on croise les doigts et on espère que tout va bien se passer. D'abord avec encore cette histoire de pandémie, hein, parce qu'on ne sait pas où on va exactement, et que tout va pouvoir repartir du mieux possible. Mais dans tous les cas, on espère améliorer sans arrêt le spectacle, parce que je suis un éternel insatisfait de toute manière. Un répertoire énorme de toute façon. Oui, et puis la mise en scène, il y a plein de choses à peaufiner, et puis je crois que la perfection, elle n'existe pas. Frédéric, est-ce qu'il y a des dates aujourd'hui? Est-ce que tu peux aujourd'hui, au passage des artistes, nous dire, voilà, on a des dates, elles sont fixes. Elles sont signées. Signées en plus. Exact. Alors dis-nous tout. Alors il y a le 27 octobre et le 8 décembre à Paris, parce que pour l'instant en province, on ne sait pas comment ça va se profiler. Alors il faut savoir qu'avant le confinement, on avait des dates de signées en province, on devait partir en province, pas mal de dates d'ailleurs. Et naturellement, avec le confinement. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas comment vont reprendre les salles en province. Et à ce moment-là, on espère. Et puis, en parlant de bonnes nouvelles, on a une nouvelle personne qui est venue s'ajouter à l'équipe qui s'appelle François Deblay, qui va s'occuper un peu de tout ça, qui va chapeauter un peu tout ça. Et que vous devez connaître, hein, François Deblay, qui ne le connaît pas. Qui ne le connaît pas, François Deblay. Et qui va nous mettre un petit coup de pouce au spectacle et qui va venir avec nous dans l'aventure. Voilà. Et je suis sûr que on va s'envoler. En tous les cas, si vous voulez juger par vous-même, vous venez le 27 octobre à Paris. À la Nouvelle Ève. À la Nouvelle Ève, voilà. C'est 25 rue Pierrefontaine, dans le 9e arrondissement. Un lien peut-être pour les réservations? Alors un lien, c'est billets réduits à tous les points de vente habituels. Je crois qu'à la FNAC aussi. Voilà. Et puis, vous venez. Et je vous garantis qu'on va se régaler. Oui, en tout cas, il y aura de belles histoires. Si vous n'aimez pas Aznavour, je vais vous le faire aimer. Il y a une expression que j'aime bien employer. Même si les gens aiment déjà Aznavour, je les aznavourise encore un peu plus. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi. J'avais presque envie de... J'espère que j'ai pas été trop bavard. Non, pas du tout, c'est très bien. Et puis moi, j'avais envie de rebaptiser un peu notre interview en l'appelant « Il était une fois Frédéric Zermati ». Tu sais, j'emploie toujours ce terme qui me dit que moi, quand je chante, j'ai envie que quand les gens viennent me voir, qu'ils me tendent la main, que je leur prenne et que je les emmène faire un voyage avec moi. C'est ça. Le but, c'est ça. Et qu'ils ressortent d'abord des étoiles plein la tête et puis
en ayant appris des choses nouvelles sur la carrière ou la vie de Charles. Voilà. Si je peux me permettre de l'appeler Charles. Ah, mais complètement. Voilà. Frédéric Wattois, en tout cas, mille fois. merci pour ce passage artistique. Et puis, on ne manquera pas de toute façon, et cette fois-ci en tout cas, on ne manquera pas de venir t'applaudir. T'as intérêt. Toute la production, promis juré. Puis j'adore Aznavour, j'adore les mots qui nous manquent aujourd'hui, malheureusement. Alors parfois je m'autorise ce jeu de mots en disant les mots MAUX ont remplacé les mots malheureusement. Ouais. Et aujourd'hui même lorsqu'on chante, lorsqu'on se rebelle, lorsqu'on revendique, on le fait avec violence et brutalité. Et c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure des choses. Je te le disais, c'est l'évolution. Alors on a toujours l'impression que l'évolution va pas dans le bon sens, mais nous on a été jeunes, on a peut-être fait des choses, on a peut-être oublié. Voilà. Nous on a l'impression que les jeunes ne font pas bien. Moi aussi je suis pas sûr qu'ils fassent tout bien. Mais bon, c'est leur manière de s'exprimer, leur manière de faire. Alors que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça, c'est l'évolution de la vie, c'est l'évolution des choses. Mais, et je voudrais dire, et termine peut-être là-dessus, je sais que je parle beaucoup, mais n'oubliez pas que le patrimoine de la chanson française est monstrueux. Voilà, n'oubliez pas d'aller écouter les artistes que nous avons. Parce que dans les pianos-bars, par exemple, à une époque, on n'entendait plus de chansons françaises, c'était anglo-saxon, alors que, je ne vais pas vous citer tous les artistes français qu'on a, allez écouter de la musique française, elle est fabuleuse. Je vous embrasse et je vous aime. Au 27 ans. Viens voir les comédiens, ah les musiciens, ah les magiciens, qui arrivent, viens voir les comédiens, ah les musiciens, ah les magiciens.